on n'est clairement pas sur des équipages qui vont viser la gagne. Ah, il y a Enfin, je sais pas ce Maurice que t'en Churine penses. qui est pas mal, mais le problème c'est qu'on a Ouais, les pilotes bronze, voilà, qui sont un petit peu plus moyens, on va dire. ouais, c'est. J'ai bien dit ou pas? Cadillac, Porsche, on en a parlé, fait partie des favoris évidemment. Ils n'arrivent pas pour acheter du terrain, comme on dit. Alors, il y a plein de trucs à dire. Attends, je veux aussi avoir ton avis là-dessus, mais il y a plein de trucs à dire. Ce que j'ai vu, les premiers retours sur cette liste des engagés, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent sur le nombre de Porsche. Ah bon? Moi là-dessus, ouais, comme quoi, il y en a 6 quand même, hein. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le nouveau format que l'on développe avec mon acolyte Geoffroy Barr, rédacteur en chef d'Endurance Mag. Salut Geoffroy, ça va? Salut Anthony, ça va et toi? Eh bah écoute, tout va bien parce que dans l'Endurance Club, on le sait et on essaye justement de le faire connaître, c'est de sortir des chiffres, des infos, de se questionner sur le monde de l'endurance. Et aujourd'hui, en plus des chiffres, parce qu'on en a beaucoup, on va aussi sortir des noms parce que la liste des engagés des 24 heures du Mans est sortie lundi 19 février. Pas de surprise au niveau du nombre d'inscrits avec 62 voitures. Mais je dirais que la répartition est assez innovante. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait plaisir quand même. C'est le fait d'avoir 3 catégories. On avait déjà ça avec les GTE. Enfin, plus progressivement, les GTE avaient été gommés entre pro, AM, machin, etc. C'est vrai Ouais. qu'on va vers une simplification, mais pas vers une. Comment dire? On simplifie, mais on baisse pas le niveau de qualité, quoi. Au contraire, je pense qu'on est face à la liste des engagés des 24 heures du Mans, sans doute la plus sexy de l'histoire, quoi. Franchement, la plus complète, en catégorie reine en tout cas. On a rarement eu autant de voitures en position de gagner. Ouais, je suis Et on va d'accord. en discuter. On a le temps pour en discuter ensemble. Et dans les autres catégories, je traiterai le LMP2 un peu à part, mais en tout cas, le GT3, c'est pareil. En GT, il y a un renouvellement du nombre d'engagés, une diversité du nombre de châssis, de marques présentes qui fait que wow, ça redistribue carrément les cartes, quoi. Bah en fait, on revient aux origines des 24 heures du Mans. Je veux dire, il y a eu l'édition du Ouais. centenaire l'année dernière qui était déjà géniale, mais là, en 2024, c'est encore mieux. On a les protos, les GT. En gros, c'est vraiment comme ça qu'on peut aussi appeler le Spirit of Le Mans, l'esprit du Mans, quoi. En fait, on est aussi, j'ai le sentiment, à la fin de la. Enfin, c'est même pas. Oui, c'est sûr. On est à la fin de cette période où, tu sais, le LMP2, c'est sans vouloir manquer de respect aux concurrents qui sont engagés en LMP2 et à cette catégorie que j'aime beaucoup, mais à un moment, les LMP2 faisaient le nombre quand on était avec un plateau assez réduit en LMP1 ou aussi quand le GTE Pro a commencé à se vider. La catégorie LMP2 était aussi là pour faire le nombre sur la liste des engagés et pour toujours proposer 58, 60, 62 voitures, qu'on ait toujours une liste complète. Et là, on voit que c'est la catégorie qui se réduit le plus, ou en tout cas la catégorie hypercar qui a fait une hyper croissance. Et moi, ça me va bien parce que j'ai l'impression de revoir un petit peu l'épopée des groupes C avec les C1 et les C2 qui étaient aussi des voitures intéressantes, mais qui évidemment sont une course dans la course, tu vois. Mais vraiment, devant, il va y avoir une bataille de dingue et on va pas être obligé de se contenter de regarder une bataille en LMP2 pour avoir du spectacle. Là, clairement, ça va se passer dans les 3 catégories, quoi. Ah, moi, je suis un peu déçu de voir moins de LMP2. Alors déjà, il n'y en a plus en championnat du monde d'endurance de la FIA, Ouais, évidemment. c'est pour ça. Mais on va commencer, tiens, par cette catégorie LMP2, puisque tu en parles. On aura carrément un podcast la semaine prochaine où on va se concentrer sur cette catégorie et essayer Mm. d'avoir quelques clés pour comprendre un petit peu qui sont les favoris et quelles sont les clés pour être bien placé justement aux 24 heures du Mans avec les Ouais, différents parce championnats qui que existent. Bon, LMP2 je justement. pense que. Non, mais t'as raison, je pense que c'est une catégorie qui risque de souffrir de cette montée en puissance des hypercars et du renouvellement des GT3, alors qu'elle n'est pas, elle est pas à négliger du tout en termes de diversité, de talent, de pilotes et de bataille en piste, quoi. Ouais, et puis depuis des années, en fait, ça s'est joué à très très peu, hein, la victoire en LMP2. Alors on se souvient, évidemment, je remue pas le couteau dans la plaie, mais WRT qui perd la victoire dans le dernier tour. L'année dernière, WRT face à Inter Europol, c'était un duel de fou. On se souvient de l'arrivée à couteau tiré sur la ligne avec le directeur de course qui était à deux doigts de se faire tailler un short, j'allais dire. Donc voilà, une catégorie LMP2 qui, je pense, sera encore extrêmement disputée. On a 16 voitures Mm. engagées et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a quelques équipes qui sont finalement, allez, j'allais dire bien vues, mais parce qu'ils ont bien travaillé, hein, ils ont plusieurs invitations. Et ben c'est pas étonnant qu'on retrouve United Autosport évidemment avec deux voitures, on retrouve Cool Racing avec deux voitures. Est-ce que le fait d'avoir deux voitures, Algarve Pro Racing aussi, ça va forcément leur faire avoir un avantage par rapport aux autres formations qui n'ont qu'une seule chance de s'imposer?
Les exemples que tu viens de donner le prouvent totalement. On regarde WRT qui perd mais qui gagne quand même, puisque c'est une de leurs voitures qui se retrouve arrêtée en piste et c'est l'autre qui l'emporte. Euh, United, c'est pareil, il y a toujours eu une voiture sur laquelle il peut y avoir des soucis, mais l'autre compense, sauf quand ils se percutent l'un et l'autre. Bon, ça peut arriver aussi. J'ai des souvenirs de Maldonado qui traverse le bac au Dunlop Ouais, et qui va percuter son c'était coéquipier. qui? C'était Di Resta qui était dans l'autre voiture, je crois, je sais pas, mais Je en tout crois, cas, ouais. c'était chaud. Ouais, Mais United, là, ils avaient même sont 3 bons pour faire voitures. des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Et Algarve, c'est pareil. Algarve, on n'en parle pas forcément beaucoup. Alors, on détaillera ça dans notre podcast dédié la semaine prochaine, mais Algarve, c'est une équipe que moi j'aime bien parce que ils ont souffert, je pense, en 2022, rafraîchis-moi la mémoire, ouais, 2022, où Ouais. ils devaient avoir les pétrodollars russes, puisque c'était censé être l'équipe d'exploitation de G-Drive Racing. Exact. Et ça vous a pas échappé qu'avec la guerre en Ukraine, on entend un petit peu moins parler de Roman Rusinov, de G-Drive et de toute cette structure. Et donc du coup, eux, ils ont dû se restructurer justement et trouver des fonds. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé avec du pigiste de luxe. Il y a eu, comment il s'appelle, un mec qui est parti en P2 après, là, j'ai bouffé son nom. Il y a eu Sofia Flörsch aussi qui est arrivée et qui a mis un petit peu d'argent Ouais. au Bah, truc. t'as eu Ben Viscal. Ben Viscal aussi. Ben Viscal, voilà, c'est Ben Viscal que je cherchais exactement. C'est pareil, hein, lui, il s'est payé son volant, clairement, Oui, pour mais alors pouvoir se attends, faire remarquer. j'allais te dire, Ouais. je sais qu'on va pas faire l'émission avant de la faire la semaine prochaine, mais c'était un mal pour un bien en fait. J'ai l'impression que cet apport G-Drive bloquait un petit peu l'équipe et finalement le fait Bien de sûr. s'en être défait, j'ai l'impression qu'ils se sont restructurés et là ils gagnent tout. Ils gagnent sur tous les continents. C'est dingue, Algarve. C'est exactement pour ça que j'allais t'en parler, c'est que c'est une équipe que moi j'aime bien parce qu'ils étaient dans une situation un peu difficile, je pense, où les finances, quand tu te retrouves au tout début de la saison, moi j'avais été les voir au Paul Ricard pendant le prologue de l'ELMS, tu te retrouves avec plus de financement puisque les Russes sont partis. Et clairement, c'était un apport d'argent assez important, on va pas se mentir. T'as pas encore fait les premiers tours, que déjà t'es un peu en difficulté. Et tu vois, 2 ans après, on les retrouve où ils avaient 3 invitations, ils ont eu le luxe d'en refuser une pour pouvoir se concentrer sur leurs 2 voitures et pas multiplier les engagements et risquer d'avoir une 3e bagnole qui soit moins bien. Donc franchement, ils sont... moi, j'aime bien leur approche, quoi. J'aime beaucoup Ouais. leur approche. Ouais, je suis d'accord. Donc il y a eux forcément qui vont être à surveiller. On l'a dit, United, Cool Racing également. Que des Oreca 07, mais ça c'est pas une Oui, nouveauté, hein, on le sait. Il n'y aura pas de Ligier par contre cette année. Ça c'est peut-être aussi une petite déception. On aime bien quand il y a quand même un petit trublion, j'allais dire, qui vient se mêler à la lutte. 6 voitures en Pro-Am sur les 16 engagées. Et puis oui, je voulais qu'on parle un petit peu des Français aussi, parce qu'on a Panis Racing hein, qui a encore une invitation. On a aussi l'équipe du Ken Team qui sera aussi présente, on le verra, avec un constructeur en hypercar, mais ça tout le monde le sait. Idexport qui arrive avec les couleurs Matra pour célébrer la dernière victoire finalement de Matra au Mans en 74. C'est un sacré petit clin d'œil, je trouve, et ils vont être à surveiller hein, ces équipages français. clairement, il y a il y a un bon équilibre des forces entre, quand tu regardes effectivement les désengagés, entre les structures françaises, les équipes anglaises évidemment avec United et puis Vector Sport qui est toujours présent. T'as aussi la Suisse qui est toujours représentée avec Cool Racing, il y a des accents français, mais voilà. Et puis t'as Proton aussi qui a un châssis. Proton Compétition qui est quand même. Je vais peut-être pas dire de bêtises. Attends, est-ce qu'il y a. Ouais, il y a F Corset aussi qui a des voitures dans chaque catégorie. Ils sont partout. C'est incroyable quoi. Ouais, c'est le pendant d'AF Corset. Et attends, Donc, bientôt oui, non, United. clairement, ouais. Normalement, bientôt United, hein, qui devrait avoir des billes un peu partout aussi en GT et puis en hypercar hein, avec McLaren. Bah, voilà, ouais, on attend ça, mais oui, en tout cas, je pense que ça va être une bonne. Et encore une fois, le principal reproche qu'on peut faire à la catégorie LMP2, qui est son homogénéité, son homogénéisation avec uniquement des Oreca 07, bah, quand on se retrouve à 24 heures du Mans, c'est aussi une des forces de la catégorie, puisque justement, tout le monde est avec un matériel équivalent, et c'est là où l'équipe qui arrive à le mieux l'exploiter ou à faire le moins d'erreurs qui va se révéler. Donc, euh, on n'aurait que ça, on devrait se contenter d'une formule monotype. Je t'avoue que je serais un petit peu déçu. Là, on a de l'hypercar devant, on a une diversité en GT3, on va y passer, qui est dingue. Le LMP2 avec cette formule peut-être un peu plus lissée, un peu plus monotone,
en termes techniques, hein, je parle, va quand même nous apporter un spectacle de fou, quoi. Ouais, non, c'est clair. Bon, allez, on fera l'émission la semaine prochaine, mais c'est vrai que j'aime Ouais, ouais, tellement ouais. cette catégorie LMP2 que j'en parlerai des heures. T'as parlé de Proton Compétition, t'as parlé également de United, d'AF Corset. Bah voilà, ça nous fait la transition avec les autres catégories. On va s'intéresser au LMGT3 maintenant, une catégorie qui, donc, tu le disais, n'est plus séparée en deux. Il n'y a plus de pilote pro, pilote Mhm. pro-am. Là, ce sont des équipages pro-am avec beaucoup de constructeurs, et ça, c'est une sacrée nouvelle. Vraiment, on est très content d'avoir cette plateforme GT3 aussi, que l'on retrouve un peu partout d'ailleurs, avec 23 engagés et des équipes de pointe, parce qu'on retrouve WRT, on retrouve Proton, on retrouve AF Corset, United, Iron Lynx. On a vraiment beaucoup de variétés. TF Sport, bien sûr, Mante. Enfin, c'est assez incroyable, non? En fait, on a 9 constructeurs en GT3. On a Aston Martin, BMW, Corvette, puisque c'est une marque séparée. C'est pas General Motors, c'est Corvette. On a Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, McLaren et Porsche. Ça faisait Euh, longtemps qu'on n'avait pas c'est cette variété en GT. Moi, j'aime bien parce que moi, je suis d'une époque. Moi, j'ai grandi et j'ai été bercé par les 24 heures du Mans à une époque où tu avais justement cette diversité en GT et où tu pouvais avoir d'une édition à l'autre des TVR, des Spikers, je vais réveiller Ouais. des vieux souvenirs là, où tu pouvais avoir des Pagani, tu vois, et des caisses comme ça qui se pointaient, des panneaux évidemment. Et là, attention, hein, on n'est pas. On est sur un. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. On est sur un retour, comme tu disais, à l'esprit un peu pionnier et fondateur du Mans. C'est-à-dire, moi, ce que je vois en tout cas, c'est le côté. euh, Venez avec ce que vous avez, on va trouver une façon de l'engager. Ou en tout cas, venez avec votre châssis. On va te faire un règlement qui va permettre à plein de gens différents de venir. Ça, c'est la philosophie du Mans. Par contre, on n'est clairement pas non plus sur une approche artisanale. Toutes les voitures qui sont engagées là, Non. il y a un backup usine, ou en tout cas, il y a des moyens humains et techniques qui sont pas légers. Aston Martin, je passe rapidement et tu vas développer aussi, mais Aston Martin vient avec l'équipe Art of Racing, qui est l'équipe qui va se charger du développement et de l'exploitation de la future Valkyrie. Chez BMW, on a Team WRT, je pense que vous connaissez un petit peu. Oui. Les Mustangs sont exploités par Proton. Attends, Euh, 3 voitures Proton, ça va être intéressant aussi. On a 3 Ford Mustang, on a 4 Ferrari. Normalement, on se disait que chaque constructeur avait des chances assez égales. Bah, force est de constater qu'il y a quand même des petites disparités avec des constructeurs qui ont plus de voitures et donc plus de chances de gagner, hein. alors, les Ferrari, on en a 5 pour être précis. Et effectivement, c'est le constructeur qui est le mieux représenté. C'est, moi, je trouve ça assez légitime pour plein de raisons. Pour la fidélité de Ferrari depuis la 360 Modena, ils sont présents. Il y a des voitures en GT, donc ils ont comme ça cette fidélité qui peut être récompensée. Par contre, en face, il n'y a que deux Porsche, quoi. Mais oui, Ça, c'est attends, chaud ça quand c'est quand même. même dingue. C'est-à-dire que j'en avais même oublié une Ferrari, tu vois, j'en avais compté 4, il y en a 5. Elles sont présentes partout parce que évidemment on sait que les pilotes gentlemen aiment bien le pilotage des Ferrari Ouais, 296. on en a parlé en plus, ouais, on en a parlé déjà, ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai, les Ferrari sont quand même très avenantes pour les pilotes gentlemen. Mais alors là, parlons de Porsche quand même, parce qu'on a dédié un podcast complet à Porsche en hypercar en se demandant s'ils étaient favoris à la victoire au général. Là, en GT3, ils sont clairement pas favoris. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu seulement 2 Porsche en GT engagés? T'as deux Porsche et puis avec les. Alors c'est Manthey qui s'occupe de l'engagement, mais quand tu vois les noms des pilotes qui sont confirmés, effectivement, on est clairement pas sur des équipages qui vont viser la gagne. Ah, il y a Enfin, je sais pas ce Maurice que t'en Churin penses. qui est pas mal, mais le problème c'est qu'on a Ouais, les pilotes bronze, voilà, qui sont un petit peu plus moyens, on va dire. ouais, c'est. J'ai bien dit ou pas? Oui, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut le dire. Non, mais en fait, Porsche, en fait, il y a plusieurs trucs. Il y a le premier élément, moi je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu aussi peu de Porsche GT. Euh, la première de souvenir, j'avais écrit un truc l'année dernière là-dessus. La première 911 à avoir été engagée aux 24 heures du Mans, de mémoire, c'est 1966. Ça correspond à la même année que le film Le Mans 66, c'est pour ça que j'avais écrit ça. Ouais. Et depuis, des 911, on en a eu tous les ans. On en a tous les ans, il y en a encore deux. Mais waouh, ça commence à se réduire fortement. Je pense qu'il y aura toujours des 911 au Mans, j'espère en tout cas. Mais là, on est quand même. Et surtout si la CO continue cette
cette volonté d'avoir de la diversité maintenant qu'on peut se le permettre avec le GT3 et de satisfaire tous les constructeurs, tu vois. Il faut pas qu'on tombe dans la même dérive que le LMP2 où, je dis n'importe quoi, mais demain, la GT3R, elle est garée par rapport à toutes les autres bagnoles. Et Manthey, ils vont peut-être pas l'abandonner, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais ça les sera le équipes rôle aussi. désertent les Porsche, quoi. Ouais, Ouais. mais je comprends, mais ça sera le rôle aussi de cette fameuse balance de performance qui fonctionne bien dans d'autres championnats, justement avec la plateforme GT3. Ça sera le défi de la CO, mais ils l'ont compris et ils l'ont intégré, hein. Mais ils l'ont compris, surtout là, quand tu as une liste des engagés de cette diversité, de cette qualité, qui aussi a beaucoup d'accents SRO-esque, Stéphane Rattel-esque, je veux dire. Parce que là, il y a des noms. Non, mais c'est vrai, il y a des noms que tu vois rarement dans les séries ACO, tu vois. Ah bah il y a Codis, Euh, il y a l'équipe de Jérôme Polican qui ouais, revient. il y a Codis, je sais pas, tu vois, je vois du Franck Pereira, je sais pas si je me souviens plus, je crois qu'il avait déjà fait le Mans peut-être, mais tu vois, il y a des noms, des Daniel Juncadella, c'est quand même des trucs que tu vois un peu plus dans les séries SRO, tu vois. Ouais. Et il y a ce rapprochement, et je pense que la CO a conscience que là, ils ont entre les mains un truc qui est juste parfait, parce que tu vas pouvoir parler aux fans de l'endurance globale, comme nous on est par exemple, Ouais. mais tu vas aussi pouvoir parler aux fans hardcore de BMW, les mecs qui jurent que par Valentino Rossi, ou les mecs qui sont vraiment que Lamborghini, tu vois, et qui du coup ne regardent pas le Mans depuis des années parce qu'il n'y a pas de Lamborghini, et là ils sont servis cette année, quoi, entre les Lamborghini en GT3 et en hypercar. Donc tu vois, moi je t'avoue que j'ai longtemps pas trop adhéré au... Enfin, je pars dans une philosophie, mais j'ai longtemps pas trop adhéré au concept de SRO qui était de vendre le GT World Challenge comme un combat de marque, tu vois. Oui. Moi, je voyais avant tout un combat d'équipe, de pilote, enfin une course de voiture, quoi. Au-delà du combat de marque, je trouve ça bizarre parce que ça dépend un peu de l'implication des marques et ça, ils changent d'une année à l'autre. N'empêche qu'effectivement, c'est peut-être, je m'en rends compte, c'est peut-être la bonne formule parce que là, aujourd'hui, on a une vraie diversité qui fait que les fans d'une marque en particulier ou d'un modèle en particulier bah, s'y retrouvent au Mans, alors que pendant des années, si t'aimais pas ni les Porsche, ni les Ferrari, ni les Corvettes, Oui. c'était compliqué, quoi. Bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus varié. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que tu les retrouves en GT et en hypercar. Et c'est vrai que les gens Et ouais, se projettent un petit peu plus. C'est vraiment une formule qui va fonctionner, qui attire des pilotes qui n'avaient pas l'occasion de faire le Mans. C'est vrai que tu as parlé de Franck Pereira, il n'avait jamais fait le Mans, c'était un rêve. Bah voilà, il y arrive avec Mm. Lamborghini en GT3. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi finalement de cette nouvelle place, je trouve, des GT avec les pilotes qui en Oui. fait avant utilisaient le LMP2 pour aller en hypercar, c'est encore le cas, mais on peut passer de GT3 à hypercar, comme on le voit avec des pilotes comme Julien Andlauer ou même voilà, des pilotes Porsche qui ont pu passer en hypercar. Je trouve ça assez intéressant. Moi aussi, j'aime bien cette nouvelle passerelle, cette nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir. Et ouais, franchement, la liste des LMGT3, elle est dingue, quoi. Elle est pas ultra surprenante, puisque quand tu regardes dans le détail, il y a beaucoup de concurrents qui étaient déjà en WEC. Donc finalement, les invitations qui sont données, enfin les invitations qui sont glanées, pardon, avec les autres championnats, et ou la sélection qui a été faite par le comité de sélection de la CO, finalement, c'est très peu de nouvelles voitures par rapport à ce qu'on Oui, connaissait déjà. t'avais 3 tickets en gros. Bah, je crois que t'en avais Ouais, c'est ça. 3, mais Pure Racing ou Pure Oui, bah t'as Racing, je sais pas comment on JMW. les appelle là, avec Manthey, a pas honoré son invitation parce qu'ils avaient Ouais. quasiment tout gagné. Donc on a 18 en championnat du monde WEC. Et donc bah voilà, il y avait 3 petites places supplémentaires. Et le travail a été bien fait justement parce que elle fait envie. Je te jure, j'ai tellement envie d'y être, ça y est, au Mans quoi. Et en juin, de voir cette bataille en GT3, en LMP2 ou en hypercar. Moi, ce que j'attends avec impatience, c'est, tu sais, j'aime bien les petits à côté comme ça. Je sais pas si t'es comme ça, mais moi, j'ai hâte de voir la photo de famille, par exemple, avec les deux BM Hypercar plus Oui, les M4 GT3. Pareil avec les Ferrari, parce que Porsche a fait ça l'année dernière, par exemple, où ils ont mis des exactement. 963 Mais c'est et vrai avec qu'il y avait, les il y avait 911 peu de derrière. constructeurs qui pouvaient le faire. Bah oui, Et en fait, maintenant, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a beaucoup de les Lexus constructeurs qui avec les peuvent se permettre Toyota. de le faire parce que bah, ils ont dans les 2 ou 3 catégories des engagements. Donc ça va être vraiment cool, tu vois. Et puis aussi, revoir des... Moi, j'ai un petit truc aussi perso que j'aime bien, c'est revoir des Lamborghini ou des McLaren aux 24 heures du Mans. Oui. C'est cool. Alors certes, elles étaient en Michelin Le Mans Cup, dans le Road to Le Mans. Si vraiment tu es fan de cette voiture-là, tu pouvais l'avoir. Mais vraiment avoir sur Ah, la c'était liste pas des pareil. engagés, au départ, dans le programme officiel, une McLaren, ah, il y a un truc cool, quoi. Ouais.
Je suis d'accord. Non, non, franchement, c'est top. Par contre, moi, je suis quand même déçu de ne pas voir Mercedes qui gagne quand même relativement sur tous les continents et dans toutes les courses GT3. Mercedes qui n'est pas présente en GT3. C'est pas une surprise parce qu'on le savait, si tu veux. Mais je suis déçu quand même de ne pas voir un Jules Gounon, tiens, par exemple. Je pense que la relation de Mercedes avec les 24 heures du Mans est un livre compliqué. Oui, c'est vrai. Pour plein de raisons, on va pas les évoquer là, il y en a plein. Tu crois que c'est ça Et qui a généré cette non-inscription et ce non-intérêt du constructeur allemand? Parce que ça fait quand même des bah, années, depuis 1955, ça fait un moment, mais ils sont encore marqués par ça. oh, il y a 99 aussi qui est bien dans les têtes. Mais Ouais, en fait, tu sais, surtout, je pense que là, l'Automobile Club de l'Ouest est en position de force où si tu n'as pas une déclaration d'intention de lancer un programme en hypercar, pourquoi je te donnerais deux places en GT3? En fait, tu vois, je trouve, décidément aujourd'hui on vante la CO, c'est fou, mais je trouve par exemple, tu vois, qu'avec Alpine, ils ont plutôt bien géré le dossier dans le sens où Alpine est venu faire des runs avec une Formule 1, avec Alonso, avec Ocon, machin. ouais. Grosse démonstration de force d'un marque Alpine. On leur ouvre le circuit pour rouler avec une Formule 1. Enfin, ok, derrière il y avait des garanties. Je pense qu'au moment où ça s'est passé, du côté de la CO, ils avaient une volonté d'engagement, en tout cas, de Alpine pour dire ok, là on est en P2. Ils étaient en P1, je sais plus, avec la rébellion là. Mm. Mais en tout cas, voilà, on va basculer, on va lancer un vrai programme, on va s'inscrire dans le temps, on va relancer un vrai défi français en hypercar. Enfin, tu vois, ça s'est construit durablement. Avec Aston Martin, on a toujours les Aston là qui sont en GT3. On sait qu'il y a un retour qui est prévu, normalement l'année prochaine. On verra comment ça se passe, mais en tout cas, il y a une vraie volonté du constructeur. Je pense qu'il y a un dialogue, il y a une vraie ligne qui est ouverte entre le côté, la commission sportive ACO et les constructeurs. Chez Mercedes, je pense que ça doit parler, mais Mercedes n'a pas envie de développer une bagnole pour l'hypercar, donc à un moment, même si c'est un peu les rois, effectivement, je suis d'accord avec toi, Jules Gounon notamment, Marcello, enfin, quand il était chez Mercedes, Mm. effectivement, tu as des images de ouf en tête et tu as envie de voir des Mercos au Mans, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément la capacité de les accueillir, quoi. Mais Tu vois, attends, t'es en train de me dire que il faudrait avoir pour les constructeurs une GT et une voiture en hypercar parce que bon, c'est vrai qu'Alpine ne fait pas partie de ça, Peugeot non plus, mais c'est vrai que t'as Lamborghini, Ferrari, t'as Porsche, t'as le groupe avec Cadillac évidemment et bien sûr les Corvettes, t'as Toyota et Lexus. Ça deviendrait un petit peu compliqué. Mais tu vois, tu parlais d'Aston Martin et McLaren qui vont aller en hypercar. Tu crois que ce lien peut exister et qu'il serait peut-être même nécessaire? mais je pense qu'il est souhaité par la CO parce que tu as une vraie continuité comme ça, tu vois, entre les... En fait, la catégorie hypercar, je trouve qu'elle ne remplit qu'à moitié la promesse qui était de faire des voitures qui inspirent des voitures de route, ou en tout cas qui ressemblent à des voitures de route et avec lesquelles tu peux te projeter. Pour moi, la promesse, elle est à moitié tenue parce que clairement, il y en a quand même beaucoup qui tentent sur les LMP1. Et même si tu as une BM avec les gros naseaux, Mm. ou si tu as une Porsche avec, certes, une signature lumineuse qui tend un peu sur les dernières Porsche, globalement, ça reste quand même des prototypes bien typés Le Mans et tu sais que tu vas pas la croiser dans la rue, quoi. Non, bien sûr. Par contre, le lien avec le GT3, si ces marques-là arrivent à avoir une communication de marque, tu vois, qui est vraiment hypercar, GT3 et voiture de série, c'est gagné. Moi, je pense qu'il y a ouais, moi, je pense qu'il y a ce vrai lien à faire. Ok, ok. Non, non, c'est assez intéressant. Bah tiens, justement, on parle des hypercars, on va les évoquer plus en détail, évidemment, parce que cette liste des engagés, bah, elle fait envie autant en catégorie LMP2, LMGT3, mais aussi évidemment en hypercar. Alors là, il n'y a aucun autre championnat du monde de la FIA, et donc par rebond, bah, aucune course comme les 24 heures du Mans qui compte autant de constructeurs impliqués. Attends, on a 9 marques engagées en hypercar. C'est la première fois au Mans qu'on voit ça depuis très longtemps. Bah alors, ouais, moi, je t'avoue que là, c'est vraiment autant de marques qui sont engagées dans la catégorie Rennes. Effectivement, ça fait longtemps. On a Cadillac, BMW, on a Isota Fraschini, Ouais. Toyota, Peugeot, Porsche, Alpine, Lamborghini et Ferrari qui sont à armes égales. On en discutera de la POP, mais qui sont en tout cas dans la même catégorie, c'est-à-dire qui peuvent prétendre Oui. sur le papier à la victoire au général. C'est fou, c'est plus d'engagés qu'en Formule 1.
Mais il oui. faut le noter. Et j'ai Mais trouvé plus une aussi qu'en stat Formule sur, électrique. euh, ouais, Non, mais c'est plus vrai. aussi, plus qu'en WRC. Alors attends, c'est aussi, j'ai trouvé une stat, tu vois, c'est le compte Wakestats, enfin, il s'est renommé Wakestats, mais c'est Ouais. Wakedata sur Twitter, qui disait qu'en 2024, dans la top catégorie, donc en hypercar, on a autant d'engagés que en catégorie LMP1 ou hypercar en 2019, 2020, 2021 et 2022 combinés. C'est-à-dire que tu prends ces 4 éditions des 24 Waouh. heures du Mans. Donc il y avait 8 engagés en 2019, il y en avait 5 en 2020 seulement. Pareil en 2021, pareil en 2022. Si tu combines tout ça, tu as le plateau qu'on a sous les yeux pour 2024. C'est juste fou. C'est dingue. C'est Et juste attends, dingue, quoi. j'avais lu quelque chose d'autre aussi. Tu m'avais parlé de l'édition 2008 avec les LMP1. On a même battu ce record-là qui voyait plus de Ouais, 20 c'est ça. voitures engagées. Voilà, le récent record du nombre d'engagés en catégorie principale, donc c'était 2008 en LMP1 où il y avait 22 voitures engagées. Ah oui. Mais c'est comparable numériquement, mais effectivement en termes de qualité, c'était pas la même chose. En 2008, on était déjà dans le duel Bah, Audi intense Peugeot, hein. Peugeot-Audi. Ouais, voilà, Peugeot-Audi, donc diesel notamment, et les équipes usines. Donc les autres LMP1 qui étaient engagés n'avaient pas la prétention de pouvoir se battre avec les Audi et les Peugeot. Là, bah, franchement, sur le papier, il y a toujours cette différence LMDH, LMH dont on a parlé dans le dernier épisode, mais franchement, c'est fou, quoi. Il y a quand même beaucoup de prétendants à la victoire. Ouais, quasiment tous peuvent gagner. Allez, je mettrais Ouais. peut-être à part Isota Fraschini parce qu'ils arrivent, parce que c'est un projet qui est peut-être un petit peu compliqué à mettre en place. C'est Duquesne maintenant qui a repris le bébé alors que c'était Vector Sport qui y était. Enfin voilà, cette équipe-là peut-être sera un peu plus en difficulté. Après, pour les autres, Cadillac, Porsche, on en a parlé, fait partie des favoris évidemment. Ils n'arrivent pas pour acheter du terrain, comme on dit. Par contre, ce que je remarque, quand même, encore une fois, tu vas me dire ce que tu en penses, mais Toyota, qui devrait avoir cette envie de gagner, qui devrait avoir cette envie de revanche, peut-être aussi sur l'année dernière, mais ne vient qu'avec 2 voitures. C'est pas possible. Ouais. Non, mais ça, on leur a dit pendant longtemps, hein. Pendant longtemps, c'était le débat, est-ce qu'il en faut une troisième, machin. Bah, Ferrari l'a fait. Le- Ferrari a Ouais, engagé une ouais, c'est troisième vrai. voiture cette année. C'est vrai que l'année où Toyota en a mis une troisième, ça n'a pas aidé beaucoup plus. Non, J'ai des souvenirs. On va pas ressortir les vieux dossiers. non, non, On non, va mais pas on va pas donner le nom de effectivement, pilote. c'est vrai que même quand ils avaient 3 voitures, c'était pas facile. Au Ah contraire de non, ouais. Audi qui, en fait, à chaque fois avec la troisième voiture, arrivait à s'en sortir. Mais je suis assez surpris quand même. Je comprends évidemment la problématique du budget, mais je suis assez surpris Ouais. que Toyota ne fasse pas comme Ferrari et ne mette pas 3 voitures pour tenter quand même de se battre face au Porsche, face voilà, au BMW ou Alpine. Alors, il y a plein de trucs à dire. Attends, je veux aussi avoir ton avis là-dessus, mais il y a plein de trucs à dire. Ce que j'ai vu, les premiers retours sur cette liste des engagés, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent sur le nombre de Porsche. Ah bon? Moi, là-dessus, ouais, comme quoi, il y en a 6 quand même, hein. Moi, j'ai un avis là-dessus. Je vais entendre le tien après. C'est que on a certes 3 Porsche officiels, mais comme finalement on va pas se mentir, 3 Ferrari officiels, hein. La Oui. troisième, bon, voilà. On a 3 Cadillac aussi. Alors, le niveau d'implication de Cadillac, l'indépendance des équipes, machin, t'as quand même 3 Cadillac qui seront au départ, ok? Mais oui. Mais moi, j'y crois beaucoup au Et ben, Cadillac. Attention, hein, je te l'ai dit déjà, et hein. c'est ce sont les constructeurs, donc c'est-à-dire Porsche, Cadillac et j'ai nommé qui, Ferrari. Ce sont les constructeurs qui, clairement pour moi en tout cas, euh, s'investissent le plus. C'est les 3 qui ont fini sur le podium l'année dernière, et c'est les 3 qui jouent le plus le jeu. Donc pour moi, je trouve ça logique qu'ils en aient 3. Comme tu dis, Toyota joue de manière un peu plus modérée. BM, ça tarde à décoller, mais c'est peut-être la course où ça va décoller. Alpine, c'est la première année, ils en ont 2. Lamborghini, c'est déjà beau qu'ils amènent les 2 parce que j'y croyais pas jusqu'au Oui. dernier moment. Peugeot, ils ramènent les 2 plus des ailerons, donc normalement ça va peut-être commencer à faire quelque chose. Et, Attends, et en fait, estimons-nous heureux, parce qu'il y en a que 6 des Porsche, il pourrait y en avoir 7. La première Porsche réserviste alors attends, de ça c'est l'équipe un autre Proton. sujet. Ça c'est l'autre sujet. Non mais déjà, sur les Porsche privés, bah moi je trouve que c'est normal qu'elles soient là parce que Porsche est le seul constructeur qui a accepté de vendre des châssis. Et en Oui, fait, pour moi, c'est aussi ça la philosophie de ce règlement. je suis d'accord.
Et je suis d'accord, et d'autant plus d'accord avec toi que déjà c'était le cas dans les années 80, ça a toujours été le cas. Je veux dire, Porsche avec les 956 et 962 ont toujours eu des équipes privées pour les exploiter, et tout de suite, hein, dès l'arrivée du règlement Hypercar et LMDH, eh bien, ils ont joué le jeu et ils ont vendu leur voiture, ou en tout cas les faire exploiter par les autres équipes. Donc bravo à eux parce qu'ils ont anticipé en fait. Et puis j'espère qu'il y a une maturité maintenant du côté de chez Porsche, mais j'en doute pas, euh, parce que tu sais, il y a pas mal de victoires quand même dans l'histoire Porsche aux 24 heures du Mans, Oui, qui sont le fait de privés. Je pense à 79 par exemple. Euh, je pense à la victoire de 94, elle est quand même un peu particulière aussi. oui. 96, 97, enfin bref, il y a beaucoup de... L'histoire de Porsche aux 24 heures du Mans n'est pas l'histoire récente, c'est-à-dire les victoires de 2015, 16, 17. C'est surtout, ou 98 qui était vraiment pour le coup une victoire usine. L'histoire de Porsche au Mans, c'est aussi des exploits d'équipes privées. Oui. Et là, on est. Je pense que il n'y aura pas de, il y aura pas de consigne. Vous laissez l'équipe officielle devant et vous restez derrière en backup. Je pense que les 6 Porsche 963, si la BOP est OK et si les pilotes sont au rendez-vous, enfin bref, s'il y a tout un faisceau Ah mais c'est clair. d'éléments qui sont là, Attends, mais elles vont se Jota, battre, quoi. l'année dernière, ils ont bien mené alors Bah qu'ils oui. partaient dernier. Si Jota peut jouer la victoire pour Porsche, alors là, mais je pense pas qu'il y ait de consigne d'équipe, loin de là. Non, mais c'est pour ça. Et moi, je trouve ça très beau. Après, pour moi, vraiment, c'est aux autres constructeurs d'en faire de même. Je pense que c'est à terme le modèle qu'on aura chez BMW, parce que quand ils vont se rendre compte que ça marche bien avec WRT, mais que RAL n'avance pas, eh ben, ils vont peut-être redistribuer les billes et trouver une équipe cliente qui engagera une troisième BM ou une quatrième BM, un peu à l'image d'Aston Martin, tu vois, à l'époque où on avait une renaissance de la DBR1, enfin je sais plus comment il l'appelait, la Lola Aston Martin, tu vois, celle qui était engagée par signature avec Vanina X notamment, Ouais, Maxime Martin et Bas Linders. Tu vois, moi je vois bien ce côté une troisième ou une quatrième BM qui soit privée. ouais, Chez c'est vrai. Toyota, je pense ils vendront jamais de châssis chez Toyota. Euh, et après, chez Alpine non plus, je pense qu'il y a une volonté un peu plus de Après, conserver le c'est truc. plus difficile, faut l'avouer, pour Toyota ou pour Peugeot de faire exploiter ces voitures qui sont des Oui, LMH et qui, oui. ben voilà, coûtent un peu plus cher aussi à l'exploitation. Je pense que c'est ça l'explication. C'est vrai qu'on n'a pas Pescarolo Sport au départ, du coup, comme c'était prévu. C'est dommage, on y a cru. On a Matra par contre Ah avec ouais, les couleurs IDEC, donc tu vois, on n'est pas loin. ah, c'est pas mal. Et non, tu faisais une ouverture tout à l'heure sur la Porsche de chez Proton, la 963, donc la 99, où pour l'instant tu as Neil Jani et Harry Tincknell et Julien Handler qui sont confirmés. Ah, c'est bien ça déjà. Proton compétition, ça c'est déjà bien. Mais Proton, ils sont dans une position qui est assez inédite, où ils ont une caisse en hypercar, celle que je viens de citer. Oui, Ils ont une voiture en LMP2, la numéro 9. oui, Ils ont les 3 Ford Mustang en LM GT3. Et ils sont aussi premiers suppléants, c'est-à-dire qu'il y a le moindre concurrent qui déclare forfait dans la liste des 62, c'est automatiquement une Porsche qui monte en hypercar, donc une 24e voiture dans la catégorie hypercar, ça serait sympa pour le chiffre. Et surtout, ça serait un deuxième châssis pour Proton, quand on sait, comme on vient de le dire, la difficulté que c'est de rouler dans cette catégorie, de récupérer de la data, de tu vois, trouver les réglages, etc. Si tu as un deuxième châssis qui est engagé, ça serait ouf. Tu crois pas qu'il va déclarer forfait avec une GT3 mais alors c'est la question. Moi je pense qu'en LMP2 ils peuvent Si. pas déclarer forfait parce que c'est le fils du patron qui est engagé sur la Ah, mais le patron, il est l'Oreca en numéro, GT3, lui. numéro 9. Non mais par contre il peut y avoir peut-être, tu es en train de nous dire, un accord entre Ford et Proton en disant bon ok on va pas jouer ce jeu là, on veut bien 3 Ford Mustang au départ, mais bon c'est quand même une Porsche 963 qui reste sur le carreau quoi. Bah, si vraiment cette Porsche, elle est assemblée, si le châssis est dispo, euh, enfin pour l'instant, je sais pas, moi je serais Christian Reed, il y a un truc à trouver, quoi. Tu sais quand même que et Christian Reed, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un mec il contrôle toute la chaîne, hein. C'est-à-dire que il est client chez Porsche. Bon, bah, il est maintenant aussi équipe donc avec Ford, mais il est client chez Porsche, il engage les châssis, ensuite il les exploite, il les revend. Enfin, je veux dire, il connaît le business, hein. Donc, je pense qu'il a très bien en tête la valeur de l'engagement d'une autre hypercar de chez Porsche aux 24 heures du Mans, Bien sûr. comparé à une Ford Mustang qui peut-être va claquer au bout de 3 heures, quoi.
Enfin, je sais pas, hein, je me dis, il y a un moment, faut faire des choix, quoi. Non, mais c'est assez intéressant et c'est vrai que c'est inédit cette situation. Et puis on a aussi les vainqueurs de la catégorie LMP2 l'an passé, qui n'a qu'une voiture finalement en catégorie avec l'équipe Inter Europol Compétition et la 34, mais la 43 finalement est sur la liste des réservistes. Donc bon, c'est pas souvent que des réservistes prennent la place de voitures qui sont engagées. En tout cas, c'est de moins en moins le cas. Ça a été le cas, je crois, la dernière fois en Oui, 2020, mais c'était un peu particulier avec le Covid. oui, Donc oui. c'est assez frustrant aussi de se retrouver sur une liste finalement de réserve. Moi je pensais aussi à l'équipe TDS hein, avec cette voiture Richard Mille by TDS qui n'a pas été sélectionnée avec Mathias Bech qui était un peu déçu de ça aussi. Donc cette liste des réservistes, bon bah voilà, on sait quand même que si on n'est pas au sommet, c'est compliqué quoi, hein. C'est la liste des réservistes a effectivement. Il y a une époque où quand tu y figurais, tu étais quasiment sûr de participer parce que Oui, le niveau des engagés était plus faible que ce qu'on a là sous les yeux, qui est, je le redis encore une fois, hein, sans doute pour moi la liste des engagés la meilleure qualité que j'ai pu voir depuis que je suis les 24 heures du Mans. Euh, et ça c'est remonte. même il n'y a pas photo, c'est sûr. Ouais, bah ouais, ça remonte, c'est sûr. Non, mais Et c'est vrai, quasiment, depuis que attends, je quasiment suis 20 ans. quasiment 20 ans que quoi, que je suis les 24 heures du Mans, tu veux dire? Exactement, que tu étais sur place. Oh, C'est pas t'es 96 que tu gentil. m'avais dit? Ouais, c'est ça, 96. Ouais, ouais, il est gentil, c'est bien. Ça fait quasiment 30 ans, mon petit chat. Mais, Ah mince! Ah oui mais, mince! ouais, J'ai non, mais c'est oublié, j'ai bien, mal calculé. Ah, c'est gentil. Mais tu vois, je pense que c'est. Ouais, il y a quand même une diversité qui fait que là, rentrer dans le truc va être compliqué. Sauf si Proton drop une Mustang. Et sincèrement, je pense qu'il va y avoir une discussion avec Ford où ils vont dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en met deux et on y va à fond et on a vraiment des engagements qui sont sérieux? Ou alors est-ce qu'on met les trois, mais au risque. Enfin, tu vois, il y en a déjà deux où les équipages sont complets, et la troisième, il n'y a que Christian Ried qui est confirmé. Ouais, Donc ouais. ça fait un peu occupation de poste, et prendre une place. Attends, mais il peut pas y euh, avoir une discussion aussi avec Porsche finalement parce que entre Ah bah guillemets, si, voilà, on vous engage une autre voiture, on a une autre chance de s'imposer. Bon, Porsche a déjà ouais. 6 voitures, donc ils ont peut-être pas forcément besoin d'en avoir une suivante, mais bon, ça peut être intéressant aussi. Non, mais ils peuvent peut-être donner. Enfin, il y a quand même Gian Maria Bruni qui est sur cette voiture en premier pilote confirmé. Donc, si jamais cette voiture passe dans les désengagés, je pense que le téléphone de Romain Dumas va sonner. Oui. Enfin, tu vois, il y a quand même des pilotes que tu peux recaser dans la grande famille Porsche, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est assez intéressant et c'est inédit donc comme situation. Et voilà, on voulait parler aussi des réservistes, mais bon, en tout cas, je te rejoins, hein, c'est vraiment pour l'édition 2024 des 24 heures du Mans. Quelle belle liste des engagés, c'est vraiment assez remarquable, hein. 23 hypercars, 23 LMGT3, 16 LMP2. Et donc, on disait, ah, ça serait beau pour le chiffre, hein, 24 hypercars pour l'édition Ce serait pas 2024 des mal. 24 heures. Est-ce que tu veux qu'on finisse sur une stat? C'est le nombre de vainqueurs des 24 heures du Mans qui sont au départ cette année. Ah mais Est-ce bien que tu as une sûr, idée du parlons nombre pilote parce que la d'anciens liste est vainqueurs? belle également. Alors vas-y, dis-moi combien de vainqueurs au général hein, des 24 heures du Mans? Vainqueurs au général, il y en a 12 au départ. Waouh. Alors je vais te les citer. En fait, il y en a 12 et il y en a donc 11 qui sont en hypercar, donc qui peuvent potentiellement gagner une nouvelle fois. Ouais. T'as Earl Bamber qui est chez Cadillac, qui a gagné en 2015 et 2016, et 2017, pardon. T'as Neil Yanni qui a gagné en 2016. T'as Lauterer qui a déjà 3 victoires. Tu as Mike Conway, Kobayashi, Buemi, Hartley, Hirakawa. Donc là, voilà, on est dans la période Toyota, hein. Et puis on a évidemment les 3 vainqueurs de l'année dernière, Pierre Guidi, Calado et Giovinazzi. Donc ça fait 11 pilotes qui ont déjà gagné et qui peuvent prétendre à une nouvelle victoire. Ouais. Et il y en a un seul qui a gagné au général, mais qui n'est pas dans la catégorie hypercar. À ton avis, c'est qui? Il doit être sur une Lexus, non? Ah, c'est ça. Il est argentin, je Il y a dirais. José. C'est ça. Il y a José María López qui lui est chez Lexus, donc du coup qui a été passé à cause de son âge, hein, on vous l'avait déjà dit, mais qui a été passé du coup en GT3. Après, Mais c'est ça quand serait même un beau. truc de fou Tu sais d'avoir quoi? Ça 12. serait beau aussi qu'il puisse gagner Qui en gagne sa catégorie. GT3 après avoir gagné au général. Enfin, Bah, surtout que ce mec-là est quand même champion du monde en tourisme. Enfin, ouais. il a une aisance dans les c'est un running gag, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un peu un running gag à propos de José María López et de son appétence pour les sorties de piste. Mais en vrai, si tu prends le talent brut, il est quand même hyper adaptable à plein de conditions Ah mais c'est différentes. clair. Et donc ouais, carrément. J'ai pas trop d'idées de comment va se positionner la Lexus par rapport aux autres, mais Ouais.
Mais s'il gagne sa catégorie, ça serait top. Franchement, ça serait beau, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ça serait pas mal. Et puis on a encore nos femmes qui sont là, Sarah Bovy, Michel Gatting, Dorian Pain, évidemment, qu'on n'oublie pas. On a pas mal de belles surprises aussi au niveau des engagés, moi je trouve. Hein. Ouais, c'est une liste qui a toutes les, tous les grands noms qui étaient attendus et aussi, tu sais, toutes les petites histoires qu'on a à droite à gauche, comme tu dis. On a l'équipage 100% féminin, on le savait, mais ça fait toujours plaisir de le voir sur une feuille des engagés. Mick Schumacher qui sera au départ. Ouais, c'est Revoir le vrai. nom Schumacher au départ du Mans, c'est quand même fou. Euh, on a, moi j'aime bien, j'aime bien Lamborghini aussi, le fait de voir les deux voitures. C'était promis, mais depuis qu'ils ont lancé le programme, on tarde quand même. Elles ont toujours pas participé à la moindre course. Hein. Ouais, c'est vrai. Avec Romain Grosjean qui revient au Mans, c'est marrant aussi. Valentino En P2, Rossi. on aura largement. Valentino Rossi au départ des 24 heures du Mans. Il y a des noms, je suis pas un grand fan de l'équipage, enfin du choix qui a été fait chez Isotta Fraschini, mais ça fait plaisir de voir Jean-Carl Vernet au départ aussi, qui est un mec que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, enfin tu vois, il y a plein de petites histoires. Toi, je sais que tu es attaché aussi à des gens comme François Hériot qui va être au départ, comme tu disais tout à l'heure aussi à Franck Pereira. Enfin tu vois, c'est quand tu t'intéresses un petit peu au monde de l'endurance et à toutes ces histoires individuelles, personnelles, voir ces noms-là sur la liste des engagés, c'est top quoi. C'est vrai que c'est dingue, c'est vrai que c'est dingue. Et puis, attends, t'as en LMP2, je suis désolé parce que j'adore cette catégorie, mais Felipe Albuquerque, Louis Deletra, Gabriel Aubry, Stéphane Rickelmy qui revient en endurance, Tom Dillman évidemment. Bon, t'as quand même des clients, moi je trouve. Hein. Ah bah il y a du sacré client en P2. Non, ça va être top, ça va être parfait. Ça va être une belle édition, voilà, l'édition du centenaire plus 1. Je sais pas comment on l'appelle. Du centenaire plus un, c'est ça. Ouais. L'édition des 101 ans. C'est quoi, c'est la 92e ou la 93? Je me souviens même plus. 92, ouais, c'est ça, 92. 92e, exactement. Ah là là, tu vois, c'est assez intéressant quand même de se dire qu'on va vivre voilà, un pan d'histoire encore et honnêtement, pour savoir qui va s'imposer, là, faut être fort parce que on a On parlé de va Porsche. attendre un petit peu avant de faire les pronostics, ouais. Ouais, c'est dingue. Hein. Moi, je te dis, j'aime bien Cadillac et j'aimerais, bah oui, bien sûr, pour Sébastien Bourdet, pour Ranger van Ah der oui. Zande et pour Scott Dixon, que ça fonctionne. Maintenant, voilà, on a Ferrari qui, l'année dernière, a quand même fait une super performance. On sait que Peugeot arrive avec de grandes ambitions. Toyota bah, est pas là non plus pour rigoler. Hein, quand tu as un équipage voilà, avec Buemi, Hartley, Hirakawa qui veut se rattraper absolument de l'année dernière, bon, ça devrait pouvoir être sympa. Et Donc puis un Nick De voilà, en tout Vries cas, aussi qui a des choses à on a prouver, je essayé de pense. faire un Ouais. petit tour d'horizon, mais bon, pour se mouiller, pour savoir les vainqueurs, quand même, faudra être bon. Hein. Non, on fera ça fin mai, début juin, tu vois, on prendra le temps. Ouais, ouais. On aura un épisode dédié pronostic. Oui, 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 on aura ça. On vous demandera aussi voilà, vos avis, vos réactions. Et puis, on fera aussi peut-être une émission sur les constructeurs français parce que bah, voilà, il y en a quand même pas mal. Et puis, Ouais. bah, je disais qu'il y avait aussi le souvenir de Matra qui s'était imposé en 74 et 50 ans plus tard, bah, voilà, les couleurs sont présentes sur la grille de départ. Donc, voilà, il y a des choses à faire. Mais déjà, la semaine prochaine, on va s'intéresser au LMP2. On va s'intéresser aux différents championnats qui peuvent donc permettre à des équipes d'arriver aux 24 heures du Mans bien préparées. Exactement. Eh ben écoute, parfait, super tour d'horizon de la liste des engagés, il n'y a plus qu'à. Y a plus qu'à. Ouais, et ben voilà, en tout cas c'était la promesse de l'Endurance Club, donc on espère évidemment que vous allez adhérer à cet Endurance Club avec Geoffroy. C'était un plaisir encore, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore d'endurance. Plaisir partagé, bah écoute, à la semaine prochaine. Allez, À salut! plus.